J'ai peut-être quelques questions à vous poser. Oui, allez-y. Donc, vous, de votre expérience entre le private equity et la bourse, c'est, on va dire, quelle alternative est la plus rentable pour un investisseur particulier? Déjà, en private equity, bon, enfin, si ça doit être des investisseurs particuliers, ça doit être des gens qui ont vraiment des sous, en fait. Hmm. Parce que, en général, en private equity, on va dire quoi, les LPs, en tout cas, les limited partners, c'est des organisations en général. Ouais. C'est des organisations ou bien des family office, les trucs comme ça, qui vont apporter le fonds, en tout cas l'argent dans un fonds. Et puis ce fonds-là va servir à financer de grosses entreprises. Et d'ailleurs, dans la société où j'étais, en tout cas Afrique Invest, bon, là j'ai particulièrement travaillé sur le fonds Afrique Invest 4, qui était un fonds d'environ 400 millions d'euros. Donc, on prenait des participations dans des entreprises pour un minimum donc de 20 millions d'euros. Donc, il fallait que le besoin de l'entreprise soit de 20 millions d'euros pour que nous, on puisse accompagner cette entreprise-là. Donc, en OK. général, c'était des participations au capital de la société, en fait, avec une minorité significative. OK. Et donc, Donc, en général, on peut dire qu'au niveau du private equity, c'est beaucoup plus rentable que la bourse, mais beaucoup plus risqué que la bourse aussi. ouais. Très, très risqué. Beaucoup plus risqué que la bourse. Donc, naturellement, le niveau de rendement qui est attendu devrait être un peu plus élevé. OK. Et donc, un limited partner, par exemple, quel est le capital minimum qu'il doit apporter? Bon, ça va dépendre en fait des objectifs. Donc, lorsque on est en train de structurer le fonds, lorsqu'on veut lancer les fonds, on va faire le tour des différents limited partners pour leur dire voilà l'objectif de fonds qu'on veut. On veut pouvoir lever pour. Bon, quand je dis l'objectif de fonds, je veux dire l'argent qu'on veut pouvoir lever pour le Oui. fonds, c'est-à-dire Hmm. le véhicule financier en question. Donc, chaque investisseur, en tout cas, chaque limited partner qu'on a pu voir pourra participer à hauteur de ce qui lui convient, en fait. De ce qui lui convient. Mais en général, ça tourne autour de 50 millions d'euros. OK. OK. Ce qui m'intrigue, c'est Afrique Invest, c'est, on va dire, la cible, les entreprises dans lesquelles vous investissez, c'est des entreprises africaines? Oui, c'est un groupe tunisien. C'est un groupe tunisien, mais qui a des démembrements un peu partout. Il y a le bureau de Tunis, il y a le bureau de Nigeria, Oui. et puis il y avait le bureau d'Abidjan. En fait, le bureau d'Abidjan couvrait la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale francophone. Hmm. Donc, c'est dit qu'on avait des investissements, on va dire quoi, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. OK. Et d'ailleurs, c'est la société qui a investi dans Bridge au départ, parce que Bridge, c'était une banque. Oui. Donc, lorsque la société a eu besoin de pouvoir on va dire quoi, s'étendre sur d'autres zones géographiques, notamment le Sénégal, et puis s'étendre à d'autres activités, notamment la microfinance, et puis, comment on appelle ça, euh, les activités donc des SGOSG, ils ont eu besoin quand même de l'accompagnement de Afrique Invest. Je pense OK. qu'à l'origine, la sortie de Afrique Invest, c'est-à-dire l'exit, devait se faire à travers une IPO, genre une introduction en bourse, quoi. Hmm. Mais bon, malheureusement, le marché n'était pas propice à une sortie par la bourse. Donc, c'est dit que le rendement qu'ils attendaient n'était pas à la hauteur. Donc, ça fait que on va dire quoi, ils ont exercé leur coût qui a fait que l'investisseur, en tout cas le sponsor, a dû racheter les parts donc de Afrique Invest pour leur permettre de pouvoir sortir du capital. Puisque en private equity, quand on signe le partenariat, c'est pour un certain temps. Oui. Donc, soit 5 ans ou 7 ans. Au bout de 5 ans ou 7 ans, le fonds doit pouvoir se retirer. Hmm. Donc, il y a plusieurs moyens de se retirer, soit céder à un industriel qui vient rentrer dans le domaine ou alors céder sur le marché. En tout cas, il y a plusieurs moyens de céder. Exit, oui. Donc, voilà, c'est déjà prévu au contrat au départ. Et puis, Hmm. en fonction on va dire quoi, de l'atmosphère ou bien, on va dire de la situation, on va voir plus ou moins si c'est adapté de sortir par IPO ou bien si c'est adapté de sortir par MBO, etc. OK. Donc, ça LBO, peut c'est faire. leverage buyout. Pardon? LBO, c'est leverage buyout.
J'ai du mal à entendre. Allô? Là, vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Donc, vous avez dit LBO. Je voulais savoir si c'est leverage buyout. Oui, si. On Ok. fait des LBO, MBO, comment on appelle ça? IPO. C'est les voies de sortie, quoi. Donc, soit ils appellent ça des sorties sur industrielles ou bien des sorties sur le marché, qui est la voie royale, ou bien, on va dire quoi, un rachat par le management. Je pense que pour le cas de lui, ça a été ça, une sortie par rachat du management. Donc, voilà, plus ou moins, c'est ça le private equity. Je pense que c'est un domaine assez intéressant quand même, puisque quand vous échangez avec les sponsors qui veulent se faire financer, ils vous donnent quand même pas mal de détails sur leur activité, jusqu'à des détails assez stratégiques. Donc, ça fait que, en tout cas, en private equity, on manipule quand même des données assez sensibles des entreprises. Donc, ça fait que la confidentialité est quand même de mise. Sur un dossier qui est en cours, normalement, on n'a pas le droit d'en parler. Ok. Alors, une autre question que je voulais vous poser, en fait, c'est deux questions. C'est, bon, moi, je sais plus ou moins ce que c'est, mais je voudrais qu'un pro du domaine explique clairement, comme ça, l'investisseur lambda comprendra mieux avec des thèmes plus, on va dire, terre à terre. C'est, les family office, c'est quoi? D'accord? Et est-ce que c'est courant, hein, d'en avoir ici en Afrique de l'Ouest spécialement? Euh, les family office, est-ce que c'est courant d'en avoir ici? Bon, je ne sais pas si on a des family office ici, mais c'est plus en Europe on peut voir. En tout cas, chez nous, c'était plus on va dire quoi, des family office européens en fait. Hmm. Voilà. Parce que la plupart de nos investisseurs, en tout cas, c'était des Européens. Ok, Oui, il y a aussi un peu de l'Amérique dedans, je pense. Mais c'était plus en Europe. je vois. Avec les BEI, Banque européenne d'investissement, pour parcours, etc. Ok. Et donc la première question, c'était les family office, c'est quoi? De manière terre à terre pour qu'un lambda puisse comprendre. Ah bon, on va dire quoi? Un family office, c'est une structure, bon, une structure privée, hein, bien entendu, Hmm. dont l'objectif sera justement de placer les fortunes donc des familles. Je Oui, ne sais pas si ça, c'est beaucoup plus terre à terre. oui, oui. On a des familles qui ont quand même de grandes fortunes. Maintenant, ces fortunes, on ne peut pas les laisser simplement comme ça. Il faut savoir les faire fructifier. Oui, Voilà, donc il y aura des structures privées qu'on va appeler des family office qui vont se charger donc de pouvoir faire fructifier ce patrimoine-là. ok. Et donc, je sais pas, selon vous, pour quelle raison on n'a pas beaucoup de family office ici? Est-ce que c'est parce que les gens ne savent pas que c'est une structure qu'on peut adopter ou bien ils ne sont juste pas intéressés? J'ai pas compris le début. Pourquoi? Pourquoi les family office sont, on va dire, quasi inexistantes ici? Est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas au courant qu'on peut adopter une telle structure pour pouvoir faire prospérer la fortune de la famille ou bien ils savent mais ils ne sont pas intéressés? Ah, bon, je pense qu'ils savent, mais ils ne sont pas intéressés. Ah. Mais pour quelle raison ils ne sont pas intéressés alors? Non, mais en Afrique, quand même, on a beaucoup de réticences sur ce genre on va dire quoi, ce genre de concept. Oui, Parce qu'en général, ceux-mêmes qui ont de grandes fortunes préfèrent eux-mêmes gérer, en fait. ouais, Ils ont des structures adaptées à ça. Tu vois, par exemple, la famille NTA, enfin, pardon, Diagou, par exemple, avec oui, le groupe NTA. ouais, Voilà, donc ils font eux-mêmes comment on appelle ça, ils ont leur bras financier, quoi, qui gère tout ce qui est placement, donc du patrimoine familial, etc. ouais. Voilà, donc, ils préfèrent en général gérer leur propre argent. Ils veulent pas confier ça à de tierces structures, quoi, si on veut. Ok. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions concernant ce dont on est en train de parler là. Sinon,
Sinon, on est prêt à accepter n'importe quelle question tant que ça concerne la bière, bien sûr. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait Monsieur Abraham Amouzo qui levait la main. Monsieur Abraham, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Je vous écoute. Continuez. Nous, on a fini le petit sujet qu'on avait ouvert. Donc, vous aviez sûrement une question. C'était quoi la question? Bon, comme je suis venu un peu en retard, Ouais. je ne savais même pas de quoi vous étiez en train de parler comme ça. Ah, ok. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à n'importe quelle question éventuelle que vous auriez concernant la bière vraiment en général et votre portefeuille, on va dire, compte titre personnel en particulier. Donc, tant que ça concerne la bière, votre compte titre, on est ouvert. Vous proposez la question, on va essayer de répondre. Ah, je vous comprends. Bon, c'est que je n'ai pas d'inquiétude pour le moment comme ça. Ok. Oui, Monsieur Roubi, allez-y. Et bonsoir. Bonsoir. Les participants. J'espère que vous vous portez très bien. Okay. Très bien. J'ai pris le train en marche. Je voudrais juste poser 2 petites questions. C'est de savoir si une société peut-elle, je sais pas, ouvrir un compte à la BRVM et déposer son capital dessus. Est-ce que c'est possible? La deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des risques de perte du capital pour quelqu'un qui dépose ses actifs-là, ou bien ses sous, dans une société d'intermédiation. Ok. Merci. Ok. Donc, à la première question, oui. Ce n'est pas que des, on va dire, personnes physiques qui peuvent ouvrir des comptes titres. Les personnes morales aussi, donc des entités, peuvent aussi ouvrir des comptes titres. Et à la seconde question, est-ce que c'est possible de perdre son capital? Absolument. D'accord? Alors, donc, je dis n'importe quoi que vous investissiez dans une entreprise, qu'ensuite l'entreprise fasse faillite. D'accord? Dans ce cas-là, vous avez vraiment perdu votre argent. On est d'accord? Il n'y a aucune, on va dire, je sais pas, aucun plan de secours pour cette éventualité-là. Vous avez misé votre argent, ça s'est mal passé, là, vous l'avez perdu. Donc, oui, vous pouvez vraiment perdre votre capital en bourse. Maintenant, sur la BRVM, la volatilité, vous le savez, sur les actions est limitée à plus ou moins 7,5% par jour. Donc, vous avez le temps de voir ça venir. D'accord? Quand ça va commencer par faire moins 7,5% chaque jour, vous savez que ça se passe mal. Donc, vous savez sûrement que c'est peut-être le moment de sortir ou le moment de renforcer la position si vous pensez toujours que ça va. Oui, monsieur Yacouba Traoré, allez-y. Un instant, s'il vous plaît. Mais est-ce que si quelqu'un ne maîtrise pas du tout comment faire directement ses propres placements et qu'il confie toute la gestion à une société, est-ce que la société peut lui faire un compte rendu de ce que tout a été perdu? C'est en fait ça mon inquiétude. Alors, donc, si je comprends bien, vous confiez ça à une SGI qui fait la gestion et la SGI parvient, je dis parvient, je me moque, à perdre tout le capital, c'est bien ça? Oui, c'est ce que j'en ai dit. Ok, donc oui, et ça c'est un sujet qui revient souvent, c'est est-ce que la SDI a une obligation de performance envers l'investisseur? Et je crois que la réponse c'est non. Donc avec le contrat que vous signez avec eux, je sais pas, il faut lire le contrat pour voir si quelque part vous disent que ça c'est la performance minimum qu'on doit pouvoir faire. Et je crois pas qu'il y ait une ligne comme ça dans vos contrats. Donc même si la SDI perd tout votre capital, bah, c'est vraiment perdu, il n'y a pas de plan de secours pour cette éventualité. D'accord, merci beaucoup. Oui, monsieur Yacouba Traoré. Juste rapidement intervenir sur la question de l'intervenant précédent. Relativement au fait que les personnes morales puissent ouvrir aussi des comptes titres dans des SGI, parce que une entreprise aussi peut avoir de la trésorerie. Donc, cette entreprise aura besoin d'optimiser cette trésorerie-là. Par exemple, je prends le cas d'une compagnie d'assurance. Donc, la compagnie d'assurance, bien entendu, va collecter les primes vis-à-vis donc des assurés. Et lorsqu'il y aura un sinistre, il va falloir que la compagnie puisse indemniser. Et pour pouvoir indemniser, il va falloir que la compagnie puisse rentabiliser donc l'argent
qu'elle a collectées et s'assurer que le flux entrant correspond donc aux périodes en général de réclamation ou d'indemnisation des clients. Donc, par ce fait-là, cette compagnie d'assurance sera obligée donc d'ouvrir un compte titre dans une SGI pour pouvoir placer donc le capital, à effet donc de pouvoir l'optimiser. Maintenant, pour ce qui est du risque de perte de capital, je pense que tout investissement est risqué. Voilà, donc quand on fait un investissement, on a toujours une loi de Bernoulli, soit on gagne ou on perd. Voilà, donc pour ce qui est de la BRVM, on peut dire qu'il y a des produits financiers sur la BRVM sur lesquels on peut dire qu'on ne perd pas. Voilà, c'est les obligations étatiques. Pas les obligations privées, mais les obligations étatiques, puisque un État est considéré comme normalement ne pouvant pas faire faillite. Donc, peu importe le temps que ça prendra, un jour ou l'autre, vous aurez vos fonds. Donc, on peut dire que pour quelqu'un qui est vraiment très, je sais pas comment dire, très riscophobe, il va plutôt s'orienter sur des obligations. Mais toujours est-il que, comme on le sait en finance, la rentabilité est proportionnelle au risque. Donc, plus vous prenez du risque, plus vous avez de la rentabilité. Moins vous prenez du risque, moins vous avez de la rentabilité. Donc, si vous partez sur les obligations, ça peut vous faire quoi? Des rendements autour de 6-7%, en tout cas pour les obligations étatiques. Donc, ce qui fait que c'est pas très rentable, quoique c'est plus rentable que le placement en banque. Puisque c'est ce que les banques elles-mêmes font. Elles vont prendre l'argent que vous placez pour revenir placer sur le marché, en tout cas dans des obligations étatiques, et pour pouvoir générer des frais autour de, on va dire quoi, des coupons autour de 7% et vous rémunérez peut-être à 2,50 ou à 3 ou à 4%, en gardant le restant, bien sûr. Donc, c'est cette précision-là que je voulais aussi apporter. Super. Monsieur Mathieu, allez-y. Monsieur Mathieu, votre micro est coupé, donc on ne vous entend pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Je ne sais pas si ma question est d'actualité. Comme vous avez pu entendre qu'on devrait poser toutes les questions possibles. Moi, j'ai une petite préoccupation concernant deux sociétés à la BRVM. Vous m'entendez? Oui. Je vais parler de Etit Togo et Uniwas. Quelles sont vos impressions par rapport aux performances et aux perspectives de ces deux sociétés-là? Alors, ça, c'est un sujet compliqué. Comme je le dis souvent, moi, je ne surveille qu'une petite partie du marché. D'accord? Et donc, la plupart des entreprises sur la BRVM sont des entreprises que je n'étudie pas parce qu'elles ne m'intéressent pas. Et justement, ces deux entreprises-là, Etit et Uniwas, elles font partie de la partie du marché que je ne surveille pas. Donc, ce que je peux vous dire sur Etit, par exemple, c'est quoi? C'est vrai, il y a une certaine performance que l'entreprise est en train de faire, mais qui ne se reflète pas en bourse. Et ça depuis un long moment. Et ça, c'est une discussion qui est revenue à plusieurs reprises dans le groupe. Et il y a eu des gens dans le groupe qui ont soulevé, enfin, l'hypothèse que la raison pour laquelle ça ne se passe pas comme ça, pour laquelle les performances ne se reflètent pas en bourse, c'est parce que les institutionnels sont, on va dire, restent à distance de cette action-là. Et pour quelle raison? Il y aurait apparemment, dans la réglementation bancaire, un ratio qu'on appelle le ratio de double effet de levier. Donc peut-être que je me trompe sur l'intitulé exact, mais c'est plus ou moins ça, double effet de levier, que le Etit ne respecte pas. D'accord? Et donc ça fait que, étant donné qu'il y a cette on va dire, loi-là, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, loi-là, on va dire, bancaire qui ne respecte pas, donc du coup, il y a plusieurs institutionnels qui restent à distance de cette action-là parce qu'on ne sait jamais quand le régulateur va décider de prendre une action contre l'entreprise derrière ou pas. Donc ça, c'est, on va dire, l'hypothèse la plus probable qui expliquerait peut-être pourquoi les performances de Etit ne se reflètent pas en bourse depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors, Uniwas, je ne sais pas. Uniwas, c'est clairement une entreprise qui est en train de perdre de l'argent et depuis plusieurs années. Donc, je ne sais pas pour quelle raison un investisseur pourrait, par exemple, s'intéresser à Uniwas. Je ne crois pas que ce soit un bon deal, peu importe comment on est en train de prendre ça. La meilleure catégorisation qu'on puisse faire pour cette action-là, c'est de la prendre comme un turnaround. Donc, une entreprise en redressement. Et il n'y a aucun signe, d'accord, que l'entreprise va, comment dire, réussir un éventuel redressement. Donc, a priori, je dirais rester à l'écart de Uniwas. Donc, voilà plus ou moins, enfin, les avis que je peux vous donner sur ces deux entreprises-là. Maintenant, comme je le dis, c'est pas des entreprises qui m'intéressent, donc, et je les étudie vraiment pas du tout. Donc,
vous trouverez sûrement des avis plus avisés dans le groupe. Oui, Monsieur Mathieu. Votre micro est toujours coupé. Allô? Oui. Vous dites que ces deux entreprises ne vous intéressent pas. Non. Est-ce qu'on peut avoir une idée de celle qui vous intéresse? Alors, là, actuellement, c'est, bon, bien sûr, Coris Bank, tout le monde sait, c'est Setao et SIDA. NTA Bank m'intéressait il y a un moment, mais là, je suis en train de m'en détacher aussi. Donc, c'est ces trois-là, Coris Bank, Setao et NCIDA. Et pourquoi vous détachez de NCA Bank? Alors, donc le truc, c'est, vous allez voir qu'il y a le PNB. On va dire, quand les gens essaient de catégoriser l'entreprise, ils essaient de prendre ça comme un fast grower. En réalité, ça ne l'est pas. C'est vrai, le résultat a cru, on va dire, de manière significative ces dernières années. Mais vous allez voir que le PNB, le produit net bancaire, ne suit pas. Et donc, en réalité, la croissance, on va dire, je suis en train de faire la même pour dire, entre guillemets, que NTA Bank est en train de faire là, ça ne vient pas d'une expansion réelle sur le terrain. Ça vient plutôt d'une optimisation des coûts, hein, des coûts internes à l'entreprise. Donc, ce n'est pas un grower, c'est juste une entreprise qui est en train de faire de la restructuration en interne pour limiter les coûts et donc accroître sa rentabilité, c'est tout. Sinon, ce n'est en rien un grower. D'accord. Ok. Comme nous sommes en train d'apprendre tous, on va essayer de voir dans quel cadre il faut vous suivre. Par exemple, CTAO. Pourquoi CTAO? CTAO, alors CTAO, donc vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est ça, hein? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Ok, donc vous savez qu'il y a un projet en cours pour construire une ligne de métro de je ne sais plus où à où. Oui, oui. Ok. Au niveau d'Abidjan. Ok. Et donc ça, potentiellement, ça peut faire entrer beaucoup d'argent, hein, dans les comptes de CTAO quand le projet sera fini. Et donc, on a eu une discussion dans le groupe là, je ne sais plus il y a combien de temps. Et donc, je demandais à quel niveau d'exécution ils étaient dans le projet. Il y avait un monsieur qui avait l'air plutôt informé. Donc, alors, ce qu'il disait, c'était quoi? C'était que ça devrait être livré en 2025, sans plus de détails. Donc, on ne sait pas si c'est début 2025 ou fin 2025. Et donc, quand on sait que le projet va finir là, la seconde question, c'est OK. Donc, dans les environs de 2025-2026, on aura des rentrées d'argent, mais quelle est l'ampleur de cette rentrée-là? Est-ce que ça saura impacter significativement le chiffre d'affaires, donc, pour finir le résultat? Et la réponse est on ne sait toujours pas. D'accord? Parce que c'est pas Citao directement qui est en train de travailler, c'est sa société mère Bouygues qui est en train de travailler. On ne sait pas quelle partie du marché a été confiée à Citao dans cette affaire-là. Donc, on ne sait pas quelle est l'ampleur de la rentrée d'argent potentiellement qui va venir. Sinon, donc, s'il faut catégoriser Citao-là, ce sera un turnaround. D'accord? Donc, la situation peut radicalement changer suivant comment dire, l'impact de la rentrée d'argent sur le bilan de l'entreprise. Oui, monsieur Yacouba. Bon, moi, je souhaiterais juste faire une recommandation au précédent intervenant qui posait sa question. Je pense que si vous partez sur les différents sites, que ce soit Sika Finance ou bien sûr Rich Boost, vous avez la possibilité de lire en fait l'activité donc des différentes entreprises qui sont cotées à la bourse. Donc, c'est toujours plus intéressant de connaître l'activité de l'entreprise. Et en fonction de la connaissance qu'on a de l'activité de l'entreprise, on peut situer cette entreprise-là dans le contexte économique qui prévaut en fait, pour savoir est-ce qu'au vu de tel événement, est-ce que ça peut impacter positivement ou négativement telle entreprise. Par exemple, quand on connaissait les activités des différentes entreprises, lors de la crise Covid, par exemple, on savait que niveau transport, ça pourrait être un peu chaud quand même, puisque bon, il n'y avait pas de circulation, etc. Donc, en connaissant l'activité de l'entreprise, on est capable de pouvoir anticiper les résultats que cette entreprise va faire en fonction donc, du contexte économique qui prévaut en fait. Donc, c'était peut-être apporter cette petite spécification qui pourrait éventuellement être. Alors, je vois que M. Mathieu a toujours la main levée. M. Mathieu, allez-y.
Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais j'ai oublié, mais je vais revenir. Merci beaucoup. Ok. Merci également à celui qui vient d'intervenir là, sur Sika Finance, Rich Bourse, tout ça. Merci et Super. je suis à l'écoute. Merci. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Moustapha. Bien et vous? Oui, ça va bien, merci. Je voulais poser la question par rapport aux perspectives de SGBCI et de NCA éventuellement dans le moyen et long terme. Quelles sont les perspectives de SGBCI et de NCA moyen long terme? Ok. Alors, SGBC, je ne sais vraiment pas. Tantôt, bon, là, on savait qu'ils étaient sur le point de partir, d'accord? Donc, j'essaie de leur pas Saham ou un truc dans le genre. Mais c'est devenu un peu flou puisque j'ai lu après une publication de l'école de la bourse qui disait que finalement, ils ne partent plus. Oui. Et je ne sais. Oui. Ouais, ça va, ça va, dama xaw a nekk en formation. Et je ne sais pas d'où ils tiennent, voilà, et je ne sais pas d'où ils tiennent l'information. Donc, je ne sais pas si finalement ils partent ou ils ne partent pas. Donc, moi, dit à l'aveugle comme ça, je dirais toutes les chances sont du côté, ils partent. D'accord? Parce que la raison pour laquelle ils partent dessus, j'avais déjà fait une vidéo, c'est une question de non-respect de la réglementation. D'accord? Et donc, a priori, ils sont en train de partir. Et donc, comme je l'ai dit, c'est s'ils partent vraiment et que c'est ce moment-là qu'ils ont choisi pour partir, c'est que c'est la fin de la croissance. Ces gens-là ne font jamais rien au hasard, d'accord? Donc, ça dépend de votre profil. Si vous êtes du genre croissance, si et que a priori ils sont en train de partir, c'est peut-être aussi le moment de partir, enfin de quitter votre position sur SIBCI, d'accord? Mais si vous êtes plutôt du genre rente, bah c'est maintenant que ça commence en réalité, parce que si c'est la fin de la croissance, c'est que c'est le début de la rente, d'accord? Donc c'est le moment de rentrer ou de rester sur cette action-là. Ça c'est SIBCI. Alors l'autre c'était quoi? C'était NTIA. Alors NTIA, comme je viens de le dire, là encore ça dépend. Si c'est votre profil, c'est la croissance, je vous conseille pas NTIA parce que, comme je viens de le dire tantôt, NTIA, c'est pas en réalité un fast grower, d'accord? C'est juste un mirage. Donc, c'est des réductions de coûts en interne qui font que le résultat est en train de croître comme ça. C'est pas parce que l'activité de l'entreprise est en train de croître sur Main Street, comme ils disent. Donc, si c'est de la rente, alors potentiellement, oui, NTIA pourrait vous intéresser, mais à vous de voir s'il n'y a pas mieux sur la BRVM, d'accord? Maintenant, ouais, tout ce que je dis là, c'est sur le long terme. Sur le moyen, le court terme, je ne sais pas vous dire comment le marché va se comporter vis-à-vis de ces deux actions-là. Donc, non, je ne sais pas vous dire si les cours vont augmenter sur le court terme ou vont stagner ou plonger. Donc, voilà plus ou moins. D'accord. Ce que j'arrive pas à comprendre pour l'affaire de SGBCI, bien que la société mère est en train de vouloir partir, l'action ne suit pas la psychologie du marché. Parce que normalement, le cours de l'action devrait un peu descendre. Là, on est en période de, je sais pas, de paiement de dividendes, mais on tourne, si je ne m'abuse, autour de 5-6%. Ce Bah qui voilà. était historique. Bien vu. Là, on est à 1000, c'est plus cher que Sonatel même. Je ne comprends pas. C'est engouement. C'est la même chose sur Sonatel. Hein, parce Et donc, que là, maintenant, on achète l'action de Sonatel à un coût supérieur à la valeur ou bien qui frôle la valeur intrinsèque. Qu'est-ce qui peut expliquer ça pour SGBCI et pour Sonatel? et donc, j'ai envie de vous dire bienvenue en bourse, d'accord? Où le marché est complètement, mais alors complètement irrationnel sur le court terme. Comme Warren Buffett le dit, hein, il dit sur le court terme, les marchés financiers se comportent comme des machines de vote. Hein? On ne sait pas dans quel sens ça va aller. Mais sur le long terme, ça se comporte comme des machines à peser. Et donc, en réalité, et tout dépend encore de votre profil une fois encore. Vous n'avez pas à essayer de timer le marché, d'essayer de comprendre où est-ce qu'il va, dans quel sens il va évoluer sur le court ou le moyen terme. C'est pas des choses qui devraient vous intéresser. Parce que c'est complètement aléatoire et c'est imprévisible. Et si quelqu'un arrivait à le faire, on aurait déjà des centimes millionnaires depuis longtemps. Personne n'arrive à faire ça. C'est pas un jeu auquel vous voulez jouer en réalité.
Tout ce qui vous intéresse, c'est pouvoir évaluer la direction de l'entreprise sur le long terme. Donc, non, je ne sais pas comment sur le court terme ça va évoluer et je ne sais pas pourquoi ça va dans ce sens sur le court terme. Aucune explication. OK. Juste une dernière question. En stratégie d'investissement aujourd'hui, puisqu'on est en stratégie de croissance et ou de rente, est-ce que vous conseillez, vous nous conseillez, comme par exemple tous les mois, on alimente nos comptes, d'avoir quelques montants en fonds disponibles, histoire de flairer les bonnes opportunités du marché, ou bien automatiquement, une fois avoir arrêté sa stratégie dans le moyen long terme, dès qu'on a l'argent, on achète OK. au coût. Alors, ça, c'est une question très, très intéressante parce que ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de ce que j'aime appeler la wait list. Vous pouvez aussi appeler ça la watch list. Donc, c'est une liste d'entreprises qui vous intéresse, que vous avez déjà évalué. Vous savez, telle action A, vous voulez l'acheter à tel prix, telle action B, vous voulez l'acheter à tel prix, et ainsi de suite. Et vous savez si les coûts des actions sont en dessous de ces prix d'achat que vous venez de fixer. D'accord? Et donc, tout dépend de cette on va dire, comparaison-là. Donc, si les coûts sont au-dessus de ces prix d'achat que vous avez fixés, vous voulez attendre. Et donc, vous êtes en train d'épargner chaque mois, mais vous n'êtes en train de rien acheter. D'accord? Et vous n'achetez pas, pourquoi? Parce que la condition d'achat n'est pas encore remplie. Mais dès que ces coûts-là vont tomber en dessous de vos prix d'achat que vous avez calculés, bah, c'est le moment d'acheter. Toute l'épargne que vous avez faite depuis je ne sais pas combien de mois là, c'est le moment d'injecter cette épargne-là dans les actions que vous avez évaluées et donc vous connaissez exactement les prix d'achat. Donc, tout dépend d'où est-ce que le marché est par rapport à votre watch list. En dessous ou au-dessus. Entendu. Merci, Jésus. Merci à vous. Oui, monsieur Mathieu. Oui, je voulais rebondir sur la question du précédent intervenant. C'est vrai qu'il a demandé des entreprises de rente et de croissance. Moi, je voulais être précis. Pour quelqu'un qui veut investir sur 2 ans dans la croissance, qu'est-ce que vous nous conseillez? Sur 2 ans, c'est ça? Oui, sur 2 ans, exactement. Ok. Alors, 2 ans, c'est littéralement du court terme. C'est même pas du moyen C'est terme. limite, non? Ouais, 2 ans. Comme ils disent, il y a la théorie de l'efficience des marchés financiers, vous voyez. Donc, 2 ans Oui. n'est pas du tout suffisant pour évaluer si vous avez pris une position correcte ou pas. Donc, je dis n'importe quoi. Vous avez investi sur Coris Bank, d'accord? Et donc, vous voulez donner le temps à l'action de vous montrer, d'accord, j'avais eu raison ou j'avais eu tort de l'acheter à ce prix-là. Et donc, 2 ans n'est pas une raison de placement suffisant pour juger, oui, j'avais raison d'investir ou non, j'avais pas raison d'investir. Donc, non, 2 ans, ça suffit pas. D'accord. Et pour quelqu'un qui, comme on le dit, veut s'asseoir, prendre le tabouret, 10 ans minimum. OK. Ouais, 10 ans. Et donc, rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Oui, l'entreprise à long terme, minimum 10 ans. Fast grower? Oui, oui. C'est-à-dire, il paye, il veut pas revendre. OK. C'est pour la vie, quoi. Comme disait Peter Lynch, les femmes qu'on doit entretenir pour toujours. OK. Donc, ça dépend de son profil. Donc, s'il est du genre croissance, là, actuellement, comme je le conseille aux gens, il veut être épargnant. Alors, épargnant, ça veut dire la priorité, c'est quoi? C'est les dividendes ou les plus-values? Bon, épargnant dividende. Dividendes. OK. Donc, dividendes, là, actuellement, sur la BRVM, ce serait Sonatel et Société Générale. D'accord? Et bien sûr, je place Société Générale dans cette catégorie en supposant qu'ils sont en train de partir. Et donc, c'est, on va dire, quoi, l'alternative la plus probable. Donc, a priori, Société Générale va devenir une action de rente pleinement. Donc, oui, Sonatel et Société Générale. Société Générale, Sonatel ont une tendance haussière. Est-ce que c'est conseillé en ce moment de prendre coach? Bah voilà, ça c'est une question vitale même. D'accord? Et donc, parce que généralement, on dit qu'il faut payer quand ça baisse, mais Sonatel et SGCI sont en train de partir vers 20 000. Général a dépassé 20 000, Sonatel a en train de dépasser 20 000. Et donc, comme je
comme je le disais tantôt, c'est une question vitale. Et pourquoi? Parce que ce raisonnement-là, c'est typique de, on va dire, je ne sais même pas comment appeler un investisseur qui prend ses décisions d'achat sur cette base-là. C'est en train de monter, donc ce n'est pas le moment d'acheter. Pour quelle raison vous achetez? Vous achetez parce que vous avez évalué l'entreprise, vous avez déterminé un prix d'achat, une valeur intrinsèque, vous avez appliqué une décote, ce qu'on appelle une marge de sécurité, vous avez fixé un prix d'achat et vous achetez quand ça descend en dessous de ce prix d'achat-là. Donc, que ça ait quitté 500 francs et que ça se dirige vers ce prix d'achat-là, bah, c'est toujours le moment d'acheter, tant que le coût est en dessous du prix d'achat. Ça n'a rien à voir avec la tendance, que on est en train de monter ou on est en train de descendre. Raisonner comme ça veut dire que you just don't care about the intrinsic value of the stock, right? Que vous ne prêtez aucune attention à l'action derrière, combien ça vaut. Juste ce qui importe, c'est en train de monter, c'est pas le moment d'acheter, quoi. Ou, même dans ce cas-là, il y a des gens qui pensent exactement le contraire. C'est en train de monter, donc c'est justement le moment d'acheter. Vous voyez que ça ne fait, à partir de cette situation-là, on ne peut pas vraiment tirer une conclusion A ou une conclusion B. Ça ne fait juste aucun sens. La seule chose qui doit pouvoir indiquer clairement une décision d'achat ou pas, c'est la valeur intrinsèque et la position du cours par rapport à cette valeur intrinsèque-là. D'accord. Bien, bon, on est encore dans les débuts. On va essayer de prendre ça comme ça. On écoute les autres. Merci. OK. Et donc ça, typiquement, c'est, on va dire, c'est pas juste un problème de débutant, hein. Comme, comment l'autre dit, Warren Buffett dit. Alors lui, le problème, il a plutôt à la vente. Donc il dit qu'il s'appelle un reluctant seller. Ça veut dire qu'il a de la reluctance, je ne sais pas si le mot existe en français, à vendre. D'accord? Donc il ne s'est pas dit, bon, j'ai évalué mon action, la valeur intrinsèque, je crois que c'est, je dis n'importe quoi, 10 000 francs CFA. Bon, là, actuellement, le prix de l'action est à 10 000. Est-ce que c'est le moment de vendre? Lui, il ne s'est pas dit, il ne s'est pas clairement, et jusque-là, hein, il a toujours ce problème, il avoue. Il ne s'est pas dit, ouais, on a réalisé la valeur intrinsèque, donc c'est le moment de quitter, ou bien, non, attendons que ça dépasse un peu la valeur intrinsèque, comme ça, on vend. Ouais. Donc, lui, il a plutôt le même problème, mais à la vente. Oui, monsieur Mathieu? Effectivement, si on veut rester dans les pensées de Warren Buffett, il a dit également que quand tout le monde est dans l'euphorie, ça dit tout le monde couvert son appel, LGC, le vrai investisseur intelligent doit être inquiet. Oui. Ça. Parce que tout le monde couvert son appel, LGC, il s'est dit que là, vraiment, c'est inquiétant quoi, pour l'investisseur intelligent. Oui. Et il a aussi dit qu'en aucun cas, on ne devrait voir une action comme détachée d'une entreprise derrière. Qu'un investisseur intelligent considère toujours que l'action est attachée à une entreprise et donc à une valeur intrinsèque. Et tout investissement qui ne tiendrait pas compte de cette valeur intrinsèque est juste de la spéculation. D'accord. D'accord, c'est bien noté. Ouais. Alors, donc, juste pour contre-exemple, on a déjà vu Warren Buffett acheter des actions qui ont déjà fait x2, x3. Hein. C'est-à-dire, l'action a commencé, hein, euphorie, tout le monde a commencé par acheter. Ça a déjà fait x2, x3. Et c'est là que lui a commencé par se positionner. Donc, juste pour vous dire que ce n'est pas la tendance de l'action qui doit vous indiquer une décision d'achat ou pas. C'est la position du cours par rapport à la valeur intrinsèque. Donc, euphorie, oui, mais le truc est encore de côté. C'est toujours le moment d'acheter. D'accord? Maintenant, je dis ça, je ne dis pas que Sonatel et Société Générale sont décotés là actuellement. Hein. Pas du tout. Je dis juste que la tendance n'est en aucun cas on va dire, le socle sur lequel il faut se baser pour prendre une décision. Oui, allez-y. Votre micro est coupé. Alors, il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, monsieur Mathieu? Oui, je reviens encore sur une wax. J'ai cru lire quelque part que pour la Coupe du Monde, il y a des pays africains qui ont été choisis pour l'équipement. Est-ce que pour le cas de la Côte d'Ivoire,
ce pays-là va-t-il pas confier une partie de l'équipement, je pense au textile, à UNOAS, par exemple? Ok, donc oui, c'est possible, mais on n'en sait rien. Et donc la question C'est ce que c'est, vous avez dit pour CETAO aussi, hein, par rapport au train qui est en vue. oui. Vous avez proposé, par exemple, CETAO en perspective. Donc, moi, je suis en train de voir, est-ce que UNOAS, ce n'est pas là-dedans? Bon, je dis n'importe quoi, hein, mais je pense pour la Coupe du Monde. Oui, c'est possible. Et donc, pour cette house, ce que je dis, c'est que c'est dans ma watchlist. C'est une entreprise qui m'intéresse potentiellement. Mais je ne dis pas que là, actuellement, c'est déjà, je suis en train de l'acheter ou je suis prêt à l'acheter. Je l'observe juste. D'accord, Donc, comme je le dis, c'est d'accord. sur le marché, il y a le marché et il y a ce que j'appelle le marché observable, d'accord? Le marché que je surveille, en réalité, c'est une partie du marché que je surveille. Et ce n'est que les 3 actions dont je viens de vous parler là, d'accord? Lesquels? Et, Vous avez dit CETAO, ouais, CETAO, Neisida et Coris Bank. Neiseda. Oui, D'accord. Et Coris Bank, Burkina. oui. D'accord. Ok. Ça Alors, marche. je vois qu'il y a M. Laurent qui Yeah. lève la main. Oui, Euh, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, oui, quand j'avais quitté le groupe WhatsApp, je suis Camerounais au Cameroun. Et pour investir dans la BRVM, et quelle est la procédure active? Alors, donc, il y a des FGI qui vous permettent d'ouvrir des comptes titres à distance. Donc, ça ne pose pas un problème que vous soyez au Cameroun ou ailleurs. D'accord? Bridge Securities, par exemple, c'est possible. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer en contact avec la SGI, dire et demander quelle est la procédure à suivre. Et ils vont vous guider. Et pour entrer en contact avec ces SCI. OK. Je vais envoyer dans le groupe le lien, d'accord? Enfin, un lien Richboost qui montre la liste des SGI. Vous pourrez filtrer et tomber sur Bridge Securities. Ou peut-être même ça, je vais déjà le faire, envoyer le lien final. Et vous trouverez le contact, c'est-à-dire un numéro de téléphone et une adresse mail. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Hubert Kofi. Non. Votre micro est coupé, donc on vous entend. Ouais, c'est bon. Allô, oui. Allô? Oui, excusez-moi. Je voulais savoir quelles sont les perspectives par rapport à Nessida, comme c'est dans votre watchlist. Neiseda. Alors, Neiseda, vous allez constater, Oui, moi je ne ça. sais pas, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc j'utilise vraiment le groupe pour avoir beaucoup d'informations. Et donc, Neiseda, vous allez constater sur les 5 dernières années que le résultat net est en train de croître, mais de manière vraiment significative. Pour quelle raison, je ne sais pas vous dire. D'accord? Et donc, j'ose espérer que les futurs états financiers ou rapports d'activité trimestriels qu'ils vont publier vont donner des indications. D'accord? Vont expliquer, mais pourquoi le résultat est en train autant de croître. Et c'est pas que le résultat juste qui croît, c'est le chiffre d'affaires même est en train de suivre. Donc, c'est vraiment, on va dire, une expansion de l'activité. Ce n'est pas comme NTA Banco, c'était juste une réduction des coûts internes. D'accord? Et donc, je veux pouvoir expliquer ça et suivant l'explication que je vais avoir finalement, ça peut être finalement une action que je suis prêt à acheter ou pas. Et donc, c'est ce qui m'intrigue chez Neiseda. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu un nouveau marché? Est-ce que c'est le nouveau manuel qu'on leur a confié qu'ils sont en train d'imprimer? Ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'en parlent pas pour le moment. D'accord. C'est bien noté. C'est bien noté. Ok. D'accord. Je peux poser une deuxième Oui, question? Allô? allez-y. Question? Oui, on vous reçoit. D'accord, ok. Souvent, quand je regarde les états financiers, par exemple, pour les bancaires, par exemple,
après le BNP, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, on trouve les charges du personnel et les amortissements. Mais quand je regarde par exemple Sodeci et bien d'autres industriels, après le chiffre d'affaires, on ne voit que charge du personnel et ça brut, le résultat brut d'exploitation. Et c'est après ce résultat brut d'exploitation qu'on retrouve les amortissements. De cette différence-là entre les bancaires et les industriels. Ok, oui, il y a une différence, mais je n'ai pas compris la question. Je voulais savoir pourquoi chez les bancaires, par exemple, juste après les charges, après le produit net bancaire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, on a les charges du personnel plus les amortissements. Et de l'autre côté, on a après le chiffre d'affaires, on a seulement que les charges du personnel. Et l'amortissement est plutôt un peu en bas. Je voulais savoir pourquoi. Ok. Donc, je ne sais pas vous dire pourquoi il y a ce décalage-là. Pourquoi dans un cas, les charges du personnel sont assez, on va dire, non, plutôt les amortissements sont en position haute et dans un autre cas, c'est en position basse, je ne sais pas. Alors, ça, c'est une question assez intéressante à poser dans le groupe. Je sais que dans le groupe, il y a assez de comptables. Les gens qui savent vous dire ça, c'est quel poste? C'est le poste 570A. Donc, eux sauront vous donner une réponse exacte. D'accord. Donc, on va poser ça dans le groupe pour voir. Oui. Parce que j'étais en train de voir, plus avec les banques, on pouvait calculer le coefficient d'exploitation. Voilà. Mais quand je regarde comment calculer pour les industriels, ça me fatigue un peu. Donc, ça fait que bon, c'est pourquoi j'ai posé la question. Merci beaucoup. Je pense que j'ai posé ça dans le groupe. Oui. Alors, le coefficient d'exploitation, vous savez, c'est comme j'aime le dire dans la formation. Merci. Suivant le type d'entreprise, il y a des ratios qui vous intéressent. Donc, le coefficient d'exploitation, vous allez voir que généralement, on n'en parle que pour les entreprises bancaires. Donc, ce n'est peut-être pas pertinent pour d'autres types d'entreprises que les établissements bancaires, justement. Donc, il faut, je ne sais pas, il faut peut-être chercher les coefficients d'exploitation. Est-ce que c'est vraiment pertinent à évaluer pour d'autres types d'entreprises que des entreprises bancaires? D'accord, on va continuer à chercher. Je pense que si vous posez, si vous posez bien la question dans le groupe, peut-être que quelqu'un va nous répondre, un comptable et autres. Ouais. D'accord. Alors, merci beaucoup. OK. Monsieur Mathieu, allez-y. Je voulais saluer le précédent intervenant parce qu'on a eu pratiquement les mêmes soucis par rapport à l'EICEDA. Vous avez répondu. Et puis, Coris, bon, je pense bien que vous avez fait un clin d'œil au meilleur investisseur à la BRVM, Idrissa Nassa, qui a 166 milliards d'actifs à la BRVM. Dans le même sens, je voulais savoir, sur votre watchlist, sur quoi vous basez pour observer les entreprises en général? Quand vous faites une watchlist, CETAO, l'EICEDA, Coris, bon, si ce n'est pas discret, quoi. OK. Alors, comme le dit, comment l'autre appelle déjà, Peter Lynch, c'est une entreprise, vous l'observez sous deux prismes. Donc, il y a le prisme quantitatif et il y a le prisme qualitatif. Donc, quantitatif, vous le savez, c'est les chiffres, le PNB, comme l'autre vient de dire, le résultat net, comment c'est en train de croître et qu'on sort. Mais le qualitatif, c'est l'histoire derrière. D'accord? L'histoire et la perspective. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et donc, la raison pour laquelle je mets quelque chose ou je sors quelque chose de ma watchlist, c'est suivant, on va dire, trois angles là. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour l'entreprise, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui va se passer. Et quand je trouve que la réponse à l'une de ces trois questions-là est intéressante, pourrait mener à des avancées significatives d'un point de vue quantitatif, alors oui, ça commence à m'intéresser. Donc, vous allez voir, comme dans le cas de CETAO, par exemple, si la rentrée d'argent est vraiment, l'emploi est assez conséquente, ça peut changer radicalement comment dire, le bilan de l'entreprise. Et donc, vous voyez bien que l'histoire impacte les chiffres. Donc, ça peut m'intéresser. Donc, c'est plus ou moins ça. OK, merci coach. Merci infiniment. Oui, monsieur Laurent.
Votre micro est coupé. Il y avait oublié de répondre à Ok. Alors, je vois qu'il n'y a plus de mains levées. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous dans la semaine. Oui, Une M. dernière Mathieu. question. Oui. Est-ce qu'il y a un coaching spécialisé ou bien personnalisé? Est-ce qu'il y a? Un coaching personnalisé à votre niveau. Ah oui, bien sûr. Donc, Quelles sont les conditions? on a un groupe restreint qui s'appelle BRVM Elite, qui a changé de nom récemment. On Oui. l'appelle BRVM 30, mais tout ça, c'est pareil, BRVM Elite. Oui, C'est un groupe je- restreint, on est quoi? 30 maximum. Et donc, oui, vous pouvez prendre des séances de coaching dans la semaine. Ça se passe tous les jours à 21h heure du Bénin, donc 20h GMT. Et donc, lors de la séance, ce que vous faites, vous apprêtez vos questions à l'avance. Et donc, pendant la séance, on essaie de répondre à vos questions et de faire un suivi de votre portefeuille. D'accord. Et quelles sont les conditions pour accéder à ce groupe élite? Donc, ce groupe, c'est, comment dire, un membership. Donc, c'est un tarif de 2000 francs le mois. Donc, vous faites le paiement, vous rejoignez le groupe et pour rester dans le groupe chaque mois, à partir de votre inscription, donc, vous devrez faire le paiement de 2000 francs CFA. Comment on fait le paiement? Par quel moyen? Ah, ok. Il y a des liens de paiement. Vous allez voir dans la description du groupe, il y a des liens de paiement. Donc, vous allez voir. Comment ça s'appelle? Et nous qui avons les mobile money, et ça, c'est C'est pas ça. plus facile. Oui, c'est ça. Donc, Orange Côte d'Ivoire. c'est ça. Peu importe le pays où vous êtes, tous les réseaux sont pris en compte. Donc, D'accord. Maintenant, j'ai cru voir aussi dans la description du groupe, à part les 2000, un 35 000. C'est quoi les 35 000? alors, il y a deux Celui qui trucs paye. qui sont à 35 000. Le premier truc, bien sûr, c'est la formation via la masterclass. Et le second truc, c'est le challenge. Mais le challenge, en réalité, c'est juste un gros bonus à la formation. D'accord. Et ça c'est annuel, les 35 000. Non, pas du tout. La formation, c'est un forfait. Oui, c'est pour toujours. C'est pour Un toujours. forfait. Ouais. D'accord. Donc, chaque mois, si je paye 2000, je suis dans le groupe Elite. Oui, c'est ça. Ça marche. C'est tout pour moi. Merci, coach. Merci à vous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on se donne rendez-vous dans la semaine. Bonne soirée à vous.